快乐, Gong Xi Fa Cai. Et bien sûr, c'est le nouvel an chinois. Nous rentrons dans l'année du buffle de métal. Ça promet. Mais je vous en dirai plus dans la rubrique Sur le bout de la langue. Mais avant tout, je voudrais souhaiter à tous et à toutes une nouvelle année, une bonne année et bonne santé. Et nous sommes aujourd'hui dans le quartier de Westbund, un quartier rénové, magnifique. Nous allons profiter un petit peu du soleil. Sans plus tarder, nous parlons tout de suite des actus. On débute tout de suite avec l'actu insolite et pas piqué des hannetons. Et oui, au journal débridé, on milite pour l'utilisation des expressions françaises oubliées. Ça vous fait pratiquer votre français et le mien aussi. On commence par la météo. Je sais que ça vous plaît, ça, hein? 中国大, 日本小. La Chine est grande, le Japon est petit. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont commencé le chinois avec la méthode Bélassène. Que de bons souvenirs, n'est-ce pas? Bref, la Chine est grande, mais savez-vous quelle est la ville la plus au nord de Chine? C'est Mohe. Ok, ça vous fait une belle jambe, vous me direz. Mais cette ville a fait parler d'elle récemment à cause d'un record de température. On a récemment enregistré moins 48,5 degrés. La température la plus basse depuis 40 ans. Technologie à présent. Dans l'émission précédente, on vous parlait d'un robot pour prélever des échantillons et tester le Covid-19. On a utilisé pour la première fois un robot thermomètre. Je vous rassure, ce n'est pas un thermomètre rectal, hein. Ce robot mis en service dans la gare de Shenyang, dans le nord de la Chine, est capable de désinfecter les surfaces et d'effectuer des contrôles de température par infrarouge. Cela évite que le personnel de la gare puisse être infecté par les passagers. Tant qu'il ne vous demande pas de vous pencher en avant, vous êtes en sécurité. Un peu de légèreté à présent, avec un voyage. Et oui, en 2020, il y en a qui ont voyagé à vélo. Un Suisse voulait rejoindre le Japon pour les JO de 2020, mais il a dû changer ses plans à cause du Covid. Du coup, il est passé par la Chine et a pédalé 5 mois à travers le pays. 8150 km, du Yunnan à Shangri-La, puis Xi'an, Shanghai et Hong Kong. Il demandait même à dormir chez l'habitant, comme dans l'émission « J'irai dormir chez vous ». Plutôt sympa pour découvrir la culture. Enfin, sympa, mais pas de tout repos. Dave Muellemann. Désolé si je prononce mal son nom, j'ai pas fait l'allemand. Donc Dave, il a traversé 27 pays et a fait 30 000 km sur son biclou. Pas mal pour un quadragénaire. Je devrais peut-être prendre exemple sur lui. Le compte à rebours a commencé pour les JO d'hiver de 2022. Ça paraît loin, mais c'est dans moins d'un an maintenant. Et Pékin a déjà achevé la construction des 12 sites de compétition. C'est un événement pour la capitale chinoise qui sera la première ville à avoir accueilli les Jeux Olympiques d'été, en 2008 bien sûr, et d'hiver. Bien sûr, on ne va pas aller skier dans les rues de Pékin. Les sports de glisse auront lieu dans la ville de Zhangjiakou, dans le Hebei. Écologie à présent. Entre 2020 et 2050, la Chine prévoit d'investir 100 000 milliards de yuan, soit 15 560 milliards de dollars, pour arriver à la neutralité carbone. Ça représente le PIB de l'année 2019, pour vous donner une idée. Pour atteindre cet objectif, la Chine prévoit un programme de reboisement à grande échelle. Mais comme on ne peut pas planter des arbres partout non plus, alors il faudra également réduire les émissions. Le passage aux énergies propres permettra la création de nouveaux emplois, mais cela a un coût, car les usines à charbon actuelles sont encore en état de marche. Ça doit faire un peu bizarre que la Chine, l'usine du monde, comme on la surnomme, essaie de donner l'exemple en matière de lutte contre le réchauffement climatique. De rares images de pandas géants ont été capturées par des caméras infrarouges. On n'arrête plus le progrès et ça permet de voir des images d'animaux protégés qui s'ébattent dans la nature. Moi je dis oui. Des photos ont été prises dans la réserve naturelle de Wujiao, dans le Sichuan. Le panda est une espèce menacée et le symbole de la Chine. Alors, quoi de mieux pour commencer l'année? Une boulette bien infortunée. Pour le nouvel an, il est de coutume d'accrocher des banderoles et des calligraphies censées apporter de la chance. Mais comment ça se passe si le caractère imprimé a un sens néfaste? Le site internet de People's Literature Publishing House a mis en ligne des sets comprenant différentes calligraphies du caractère fou, bonheur. Sur l'une d'entre elles, cependant, le caractère ressemble plutôt au caractère huo, mauvaise fortune.
Ok, même pour les Chinois, c'est difficile de voir la différence. Elle est subtile. C'est un peu comme essayer de déchiffrer l'ordonnance de votre médecin de famille. Après, on peut toujours trouver une explication. Certains diront que la bonne fortune trouve parfois son origine dans les désastres et que la malchance finit toujours par céder la place au bonheur. Enfin, pour les gens superstitieux, mieux vaut ne pas prendre de risques. Et pour finir sur une note rapide, connaissez-vous le jeu le plus à la mode en ce moment en Chine? Faire pousser des pastèques sur son téléphone. Le nouveau jeu Recheng Da Xigua, disponible via WeChat, a déjà rassemblé plus de 40 millions de joueurs en une semaine. Pourtant, c'est juste une sorte de Tetris, mais avec des fruits de forme circulaire. Ça a peut-être un côté apaisant, je sais pas. Voilà pour les actus drôles et incroyables. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos pépites. On en reparlera dans la prochaine émission. L'année dernière, en mai, pour la fête de la jeunesse, le site de vidéo Bilibili lançait une campagne de promotion d'un genre particulier. Le plus beau paysage d'un pays, c'est sa jeunesse. Cette phrase assez poétique et juste à première vue cachait en effet un vrai débat entre les générations. Dans cette vidéo de plusieurs minutes, on fait un voyage dans la jeunesse actuelle, mosaïque du pays et de ses passionnés, qui font toute la vitalité de la plateforme Bilibili, mais aussi de la culture populaire en Chine. La vidéo s'intitule « La vague d'après ». Hou Lan en chinois. La vague qui monte, qui arrive et qui va faire déferler sa créativité partout en Chine. Le seul problème de cette vidéo, trop ambitieuse, c'est qu'elle a tout d'un message de propagande bien organisé et poli par la génération d'avant. Pourtant, après cette vidéo, l'expression est entrée dans le langage courant et les Chinois ont commencé à faire référence aux jeunes et aux anciens en parlant de vague d'après et de celle d'avant. Avec plus de 30 millions de vues, la zone de commentaires sous la vidéo a permis de rendre visibles les tensions entre ces générations. Je vous en donne ici un petit raccourci un peu exagéré, mais qui fait sentir l'ironie de la chose. Vous savez quand les parents dans les séries américaines disent compatir et comprendre leurs ados, alors qu'en fait, ils ne savent rien de leur vie intime. Ou bien comment dans certaines familles riches, on résout tous les problèmes à coups de carte bleue. Question de dépenses. On va bien dans la vidéo des jeunes adultes en train de dépenser leur argent, ou bien d'en user avec aisance. Ça vous rappelle le style de Versailles de la dernière fois, n'est-ce pas? Il s'agit pour certains d'inciter à la consommation par la culture, du style. Les petits amis, dépensez bien votre argent dans le divertissement et les amusements en tout genre. Et c'est ça qui pose problème. Tout semble facile, heureux. La jeunesse de la vague d'après, c'est un peu les bisounours de l'an 2020. Et les jeunes se mettent à répondre qu'il ne fait pas toujours aussi beau dans leur cœur que la vidéo le laisse croire. Oui, on a de la passion, mais on bosse dur pour gagner notre vie. Cela donne lieu à une série d'autres vidéos commentant la première. Certains font la comparaison des visions du monde entre ces deux générations qui se regardent de travers. Qui a dit qu'il fallait forcément montrer la jeunesse sous son plus beau jour pour chercher à l'émouvoir? Peut-être même que les vidéos les plus simples et pathétiques, comme notre goût de la terre, Tué, parle mieux de l'esprit de la jeunesse. Quoi qu'il en soit, comme on dit en chinois, Gei Yanse, les jeunes n'ont pas fini d'en faire voir à leurs aînés de toutes les couleurs. Ici ou ailleurs, la jeunesse n'aime pas qu'on lui dise quoi faire ou à quoi elle doit ressembler. Ras-le-bol de l'année du rat. Ça y est, nous sommes entrés dans Niu Nian, l'année du bœuf, du buffle, de la vache. Tiens, pourquoi il y a tant de façons de traduire Niu, bœuf, buffle ou vache? Aujourd'hui, sur le bout de la langue, tout, je vous dirai tout sur le bœuf, bien sûr. En fait, en chinois, on utilise le caractère Niu qui peut signifier taureau, bœuf, buffle, vache ou même veau. C'est le jeu des 7 familles en une seule carte. Alors, pour être plus précis, je pense qu'il vaut mieux traduire ce caractère Niu par bovin. Mais comment on fait pour les différencier alors? On rajoute un caractère devant. Taureau, ça se dit Kung Niu, mâle bovin. Buffle, Shui Niu, haut bovin. Vache, Mu Niu, femelle bovine. Veau, Xiao Niu, petit bovin. Et pour la viande bœuf, c'est l'inverse. Niu Rou. C'est toujours logique le chinois, n'est-ce pas? Voyons maintenant l'évolution du caractère Niu.
c'est un pictogramme, c'est-à-dire qu'à la base, il s'agissait d'un dessin représentant le sujet en question. Selon les premières traces datant de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, on voit bien la forme d'un taureau avec ses 2 cornes. Au fil des années, le taureau a fini par perdre une corne. Ce pictogramme est devenu le symbole du bœuf. Dans la culture chinoise, cet animal représente le côté travailleur. Car en Chine, comme en France, on a utilisé les bovins pour trimer toute leur vie dans les champs. D'ailleurs, en français, vous dites aussi « travailler comme un bœuf ». L'idée est la même. Durant la dynastie Qing, 200 ans avant Jésus-Christ, une loi interdisait même l'abattage des bœufs de trait. Donc le bœuf est respecté pour son assiduité, son altruisme. Ainsi, l'expression « Ru Zi Niu » désigne quelqu'un qui veut tout faire pour les autres, rendre service aux autres. Souvent, on l'utilise pour parler des enseignants qui transmettent toutes leurs connaissances aux élèves. Mais toute médaille a son revers. Le bœuf est également symbole d'obstination. Vous dites têtu comme une mule, mais en chinois, quand on trouve quelqu'un opiniâtre, coriace, on dit qu'il a un tempérament de bœuf. Niu pi qi. Et quand on met le caractère qiang, fort, et niu, bœuf, ensemble, ça fait un autre caractère jiang. À votre avis, ça signifie quoi? Fort comme un bœuf? Pas du tout. Ça veut dire obstiné, n'en faire qu'à sa tête. Cela dit, l'idée de fort comme un bœuf, on l'a aussi en chinois. Mais c'est plutôt moderne. Dans le langage familier, on vous a déjà parlé de niu niu niu, liu 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 dans une émission précédente. Vous vous souvenez? Donc niu signifie bien fort, excellent. Lorsqu'on vous dit ni hen niu, c'est bien un compliment, pas une insulte. Pour finir en beauté, un petit chengyu, dui niu tan qi, jouer de la sitar devant un bœuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Je connaissais l'émission La ferme des célébrités, mais pas ça. Je vous explique. Durant la période des royaumes combattants, vivait un grand musicien qui maîtrisait parfaitement le guqin, la sitar chinoise. Vous avez remarqué, on a l'impression que toutes les histoires de Chengyu datent de la période des royaumes combattants. Bref, les gens le respectaient, l'écoutaient jouer avec grande admiration. Un beau jour, il se promenait dans les champs. Voyant un bœuf brouter de l'herbe, il décida de jouer de la sitar pour l'animal. La bête ne réagit pas, ne montra aucune émotion. Normal, vous me direz, c'est un bœuf. Furieux, le musicien changea de morceau. Hélas, la bouffe est bien meilleure que la musique pour l'animal, qui se contenta de manger de l'herbe. Déçu, le musicien quitta les champs. On le réconforta en lui disant « C'est pas toi qui joues mal, mais c'est l'animal qui ne comprend pas ta musique. » Elle est drôle cette histoire, non? Donc, le Chengyu, dui niu tan qi, signifie en français parler à un mur, prêcher dans le désert, pisser dans un violon. Et vous êtes bizarre, hein? Parce que pisser dans un violon, faut le faire quand même. Voilà, c'est tout sur le niu. J'espère que vous avez tout noté et que vous allez être niu 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 durant cette nouvelle année du buffle de métal. À la prochaine. Bonjour Lisson. Bonjour Sabine, comment vas-tu? Merci de venir. Je veux te faire découvrir un endroit que j'aime beaucoup. D'accord. Wow. Voilà, c'est un petit restaurant polonais. C'est un endroit un petit peu à part, loin aussi de l'ancienne concession française, loin de tous les shopping malls. Et c'est dans mon quartier et je voulais te faire découvrir cet endroit. D'accord, voilà. Sympa. Bonjour, je m'appelle Sabine Ishikawa. J'habite à Shanghai depuis 8 ans et je suis chercheuse sur la mode. Paris, Tokyo ou Shanghai? Alors Paris c'est toute mon enfance, c'est ma famille d'origine. Tokyo, c'est là où j'ai passé une dizaine d'années, dans les années 90, où j'ai créé ma propre famille. Et Shanghai, c'est là où je suis aujourd'hui et je fais toutes mes recherches. Chanel, Kenzo ou Guopei? Alors Chanel, c'est la marque emblématique, voilà, pour une française. Kenzo, c'était un coup de cœur quand je faisais mes études de mode et en plus j'ai travaillé pour cette entreprise. Et puis Guopei, j'ai découvert quand j'ai fait mes recherches sur la Chine. Fondue savoyarde, sukiyaki ou hot pot? Fondue savoyarde, pour moi, c'est des souvenirs au ski, à la montagne. Sukiyaki, c'est quand j'ai découvert le Japon et j'ai adoré à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est le hot pot, la cuisine, ma cuisine préférée en Chine, en fait. Robe à la française, kimono ou hanfu? Alors, la robe à la française,
Pour moi, voilà, étant française, il n'y a rien de nouveau. Par contre, j'ai découvert les kimonos et ensuite le rinfu ici, qui est en train de reprendre, de revivre. Et ça fait partie de mes recherches aussi. Donc, j'adore les rinfu. Alors, pour continuer notre discussion, je te propose d'aller au parc Jing'an, qui est tout près d'ici. Et on va continuer à parler de la mode et de Shanghai. Ça te va? Très bien, ok, on y va. Bon Sabine, ta première rencontre avec la Chine? Comme je t'avais dit l'autre jour, c'est une histoire familiale, avec le souvenir d'objets extraordinaires qu'il y avait chez nous, à la maison, que mon papa avait ramenés dans les années 30. Mon père était ici dans les années 30. Et j'ai grandi avec ces objets précieux, ces objets chinois à la maison. Et ensuite, quand j'avais environ 20 ans, j'ai découvert le Japon à travers la mode. Et donc, d'abord, je suis allée au Japon, j'ai vécu 10 ans là-bas. Et petit à petit, au fur et à mesure de la vie, voilà, je me suis intéressée à la Chine et j'ai mis les pieds ici en 2005 pour la première fois. Et je me suis installée en 2012 à Shanghai. Donc je suis ici maintenant depuis 8 ans. Pourquoi tu voulais partir à l'étranger très jeune? Je suis très curieuse. Donc j'ai toujours aimé voyager et mes parents aussi voyageaient. Donc ils m'ont donné, je pense, le goût et la passion pour la découverte. J'ai habité dans de nombreux pays, environ 5-6 pays. Ça fait 25 ans que je suis à l'étranger. Et je dirais que tout ce que j'ai fait avant, un peu m'a préparé à Shanghai. Parce que Shanghai, c'est une ville qui accueille des gens du monde entier. Ça fait partie de l'histoire de Shanghai. Depuis 150 ans, cette ville a grandi avec des influences du monde entier. Et j'essaie de voir aujourd'hui comment Shanghai devient une ville qui peut influencer dans le monde de la créativité. Pas seulement la mode, mais l'économie de la créativité. Est-ce que les Français ils sont plus proches des Japonais ou plus proches des Chinois? Peut-être plus proche du chinois, dans le côté peut-être plus volubile, spontané, moins discipliné voilà, que les Japonais. Les Japonais ont une discipline intérieure, une espèce de rectitude qui parfois déplaît. Les gens qui adorent la Chine, souvent, sont choqués quand ils vont au Japon. Mais inversement. France, Italie, les États-Unis, le Japon, la Chine. Et qu'est-ce que ces pays représentent pour toi? Chaque pays m'apporte énormément et en fait ça me permet ensuite de relier tout ça. Bon, ce que j'adore c'est comparer. Comparer que ce soit dans la façon de vivre, le rapport au monde, le rapport à l'univers, le rapport à l'énergie, le rapport aux autres, le rapport à la culture. Donc en fait je suis venue ici d'abord pour la mode et puis finalement ce que je regarde c'est la culture, c'est les racines. C'est les racines de la culture chinoise et ce qui me fascine, c'est le côté universel. Il y a certains éléments de la culture qui me semblent universels, avec une portée universelle. Et plus je fais mes recherches et plus j'essaie de comprendre mais comment tout ça est en train de se réveiller et de s'exprimer dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots l'influence du Japon sur la mode en Chine? Alors cette influence sur la mode en particulier, elle est récente. Mais les racines sont anciennes. J'ai fait des recherches pour comprendre ce que le Japon avait appris de la Chine. Et j'ai vu qu'il y a plus de 1500 ans d'échanges entre ces deux cultures. Mais depuis 150 ans, c'est plutôt le Japon qui a beaucoup apporté à la Chine à différents niveaux. Alors moi j'ai fait un zoom, c'est vrai, sur la mode. Qu'est-ce que le Japon a apporté? Je dirais que quand j'interviewe des créateurs, des designers, des artistes, presque tous me parlent du Japon. Ils sont allés au Japon, ils ont été influencés par l'esthétique japonaise qui en fait fait écho avec l'esthétique chinoise. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc des créatifs, des personnes du monde de l'art, de la culture qui sont intéressés par le Japon et de l'autre côté, c'est qu'est-ce que les jeunes chinois créent eux de nouveau, sans copier ni l'Occident ni le Japon. Donc tout à l'heure, je vais t'emmener dans un mall qui est pas loin, qui est l'emblème de la consommation qu'on associe souvent à Shanghai, donc une ville de luxe, une ville de consommation. Donc ça, c'est une facette que je regarde. Mais au-delà de la consommation, je regarde évidemment la création. C'est-à-dire qu'est-ce que les jeunes Chinois veulent inventer, veulent exprimer. Alors nous voilà là où je voulais t'amener, c'est Plaza 66. Ce mall a une histoire, il a 20 ans. C'est un des premiers, si ce n'est pas le premier
malls qui vendent donc des marques occidentales à des consommateurs chinois. En fait, on est ici dans un lieu de consommation. Donc c'est une autre facette de la ville et une autre facette de mon travail, parce que je suis directrice d'un master sur le luxe où j'accueille des étudiants étrangers qui viennent étudier le marché chinois. Quand on parlait tout à l'heure du Japon, voilà, le Japon et la Chine, le Japon aussi est passé par là. Le Japon est allé dans une frénésie de la consommation et le Japon est en train de consommer différemment. C'est plus du tout une espèce de collectionneur de sacs de grandes marques. Ils ont changé leur mode de vie et leurs valeurs. Et donc je pense qu'en Chine, il va se passer des choses semblables. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui consomment de façon frénétique et on voit déjà, pour certains, une lassitude. Et ils cherchent des marques locales. On peut voir ici le centre de ce mall qui fait rêver tellement de personnes qui viennent de toutes les provinces autour. Et au lieu d'aller cette année, donc 2020-2021, comme les personnes ne peuvent pas voyager à l'extérieur, il y a un report des ventes. Tous les touristes qui achetaient habituellement à l'étranger achètent cette année en Chine et surtout à Shanghai. Et donc on voit des ventes absolument astronomiques et notamment ici, comme je le disais, plus 60% en un an, alors qu'on est dans une récession mondiale. Ici on est à l'écart. Eh bien Sabine, merci beaucoup. On a pas mal à discuter. On était dans 3 endroits différents. Super visite et super contenu, je trouve. Merci de m'avoir donné ce temps de parole. J'étais ravie de partager un petit peu de ce que je vis ici depuis 8 ans. Et puis si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus, je suis en train de finir un livre qui va paraître en France chez L'Harmattan, voilà, qui est sur la mode et comment Shanghai devient une ville créative. Et puis les relations entre le Japon et la Chine. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir, salut. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous vous souvenez, au début de l'émission, je vous ai dit « Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai ». Gong Xi Fa Cai, qu'est-ce que ça veut dire en chinois? Eh bien, ça veut dire « J'espère que vous allez faire fortune ». Nous, les Chinois, on est dans le pragmatisme. Allez, j'espère que vous allez gagner beaucoup d'argent cette année. À la prochaine.